À l'origine, il y a un marquis normand qui s'appelle le marquis David de la Pailletterie. Et ce marquis David de la Pailletterie va partir s'installer à Saint-Domingue, sur la partie qui est Haïti aujourd'hui. Il va retrouver son frère qui était installé là-bas et il va s'installer sur une plantation pas très loin de celle de son frère. Et il va mener la vie des planteurs là-bas, c'est-à-dire avec le principe qui était en vigueur d'avoir des esclaves. Et parmi ces esclaves, il va en choisir une, la plus jolie, paraît-il, pour l'installer chez lui, pour en faire sa favorite. Et avec cette jeune et jolie esclave noire, il aura 4 enfants. Et puis le temps va passer, et le marquis David de la Pailletterie ne fera pas fortune à Saint-Domingue. Mais le temps a passé, vous disais-je, et il a ce qu'on appelle le mal du pays, c'est-à-dire l'envie de rentrer en France. N'ayant pas d'argent, la seule solution pour lui sera de vendre ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est la plantation. Il la vend. Les esclaves qui sont sur les plantations sont vendus avec. Et comme il avait eu 4 enfants avec une esclave, à ce titre, ils étaient esclaves eux-mêmes, eh bien, sans beaucoup d'état d'âme, ils vendent tout, la plantation, les esclaves, les enfants. Je comprends votre surprise. Alors, je vous disais qu'il vend tout, les esclaves et les enfants, mais en fait, il va souhaiter faire venir avec lui son fils. Les filles ne l'intéressent pas, il avait un seul fils, il va le faire venir. Il va donc le racheter. Il l'a vendu, il le rachète, et c'était une opération courante, puisque ça s'appelait vendre à rémunérer avec autorisation de rachat. Il fait venir son fils avec lui, en France. Les rapports entre le père et le fils ne seront pas très bons, ce qui fait que très vite, le fils va dire, eh bien, puisque c'est ainsi, je ne reste pas chez vous. Et son père va lui dire, bon ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de diplôme, tu ne peux rien faire. Et le fils lui dit, ben, je vais m'engager dans l'armée. Et le père lui dit, mais on ne te prendra pas dans l'armée sans argent ni diplôme. Si, dit-il, je vais m'engager comme simple soldat, on prend tout le monde. C'était l'époque de Bonaparte, on engageait facilement. Et le père lui dit, ça, il n'en est pas question. Quand on s'appelle David de la Pailletterie, on est officier dans l'armée française ou rien. Il dit, oui, je suis d'accord avec vous, mais moi, je m'engagerai comme simple soldat parce que je n'ai pas d'autre solution, mais par respect pour votre nom, je m'engagerai sous le nom de ma mère. Sa mère, c'était la jeune esclave de Saint-Domingue, elle s'appelait Marie-Cécette Dumas, et il va s'engager sous le nom de Dumas. Et comme c'était un valeureux soldat, il prendra des galons, des galons, des galons, il terminera général. Comme tout militaire, il va passer de grade en grade et de ville de garnison en ville de garnison, et il va séjourner un moment à Villers-Cotterêts, petite ville dans le nord-est de Paris. Et là, il va rencontrer une jeune fille, la fille de l'aubergiste, et il va l'épouser, et ils auront ensemble 3 enfants, 2 filles, et beaucoup, beaucoup plus tard, en 1802, un petit garçon, Alexandre. Voilà comment notre Alexandre, futur auteur des 3 mousquetaires, eh bien, est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Dans cette pièce, nous allons commencer la vie de Dumas, qui, je vous le disais, est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Il va passer toute son enfance et toute sa jeunesse à Villers-Cotterêts. Une enfance et une jeunesse très libre, très agréable. Il va fréquenter un peu l'école où il est inscrit, l'école buissonnière, beaucoup. Non, ça n'est pas bien du tout, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Ça va expliquer une culture un peu saupoudrée, vous l'imaginez, et ça va expliquer un goût de liberté dont il ne se départira jamais. Et à l'âge de 20 ans, il vient à Paris. En fait, il ne rêve que de Paris et que de théâtre. Il a créé une petite troupe de théâtre à Villers-Cotterêts. Il a écrit 2 petites pièces de théâtre parfaitement insignifiantes, et tout ce qui se passe d'important se passe à Paris. Il vient à Paris. En arrivant à Paris, il doit trouver un emploi pour vivre, pour survivre. Et il va pour cela aller trouver un ancien ami de son père, le général Foy, en lui demandant de bien vouloir l'aider. Et le général Foy va lui dire « Ah ben oui, bien sûr, mon jeune ami, je vais vous aider, que savez-vous faire ?» Dumas a été 3e clerc de notaire à Villers-Cotterêts. Imaginez ce que c'était. Au début du 19e siècle, 3e clerc de notaire à Villers-Cotterêts. En fait, aujourd'hui, on appellerait ça saute-ruisseau. Il allait porter des pieds à droite et à gauche en toute liberté. Donc, le général Foy lui dit « Savez-vous un peu de littérature ?» « Ah oui, répond Dumas. Très bien. « Savez-vous un peu d'histoire ?» « Oui, oui. »« Savez-vous un peu de géographie ?» « Ah si. »
de mathématiques encore moins, enfin bon, on passe en revue tout ce qui est possible, et devant une situation que nous allons qualifier de désastre, le général Foix répond comme il répond dans ces cas-là, mon jeune ami, laissez-moi votre adresse, et si j'ai quelque chose, je penserai à vous. Il tend un papier, Dumas écrit son nom, son adresse, et rend le papier. Le général Foix regarde et dit « Ah, mais nous sommes sauvés. Vous avez une belle écriture. » Et c'était très important à l'époque. On n'avait aucun autre moyen pour reproduire quoi que ce soit que de recopier. Donc une belle écriture était très importante. Donc grâce à cette belle écriture et au général Foix, Dumas va entrer au secrétariat du duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est le futur roi Louis-Philippe. Il va d'abord se jeter dans la merveilleuse bibliothèque du duc d'Orléans, et là il va parfaire une culture qui en avait besoin. D'autre part, il va fréquenter les théâtres, il ne rêve que théâtre, et il va continuer à écrire des pièces de théâtre. Et il va réussir ce tour de force, quelqu'un de parfaitement inconnu, à présenter et à faire jouer ses premières pièces de théâtre au théâtre français. Le théâtre français, c'est aujourd'hui la Comédie Française. Et à partir de là, le succès ne le quittera plus jamais. Il va lui rapidement quitter le secrétariat du duc d'Orléans, et il vivra toute sa vie de sa plume. Il en a bien vécu. Il aurait pu en vivre très bien avec un peu d'organisation. Il n'en aura jamais. Et puis très vite, Dumas va s'essayer dans un autre genre littéraire, les romans. Et là, vous connaissez. Les deux plus célèbres, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, mais il y a plus de 180 romans. Pitou, La Comtesse de Charny, La Tulipe Noire, Le Collier de la Reine, Joseph Balzac, je ne vais pas vous faire la liste. Dumas, en plus, a écrit des poèmes. Il a été critique littéraire, il a fondé des journaux, il a beaucoup voyagé, il a publié des impressions de voyage. Vous voyez qu'il s'essaye dans tout ce qui est possible, il a écrit des poèmes aussi, tout ce qui est possible, il le fait. Mais honnêtement, ce qui a le mieux traversé le temps, ce sont les romans. Nous reparlerons bien sûr de l'œuvre de Dumas dans différentes pièces, mais c'est une maison d'écrivains, je me devais de commencer par son œuvre. C'est une vie sentimentale compliquée que celle de Dumas. Il va se marier une fois. Il va épouser Ida Ferrier. C'est une actrice de théâtre. Ce n'est pas une très grande actrice. Hein. En fait, ce sera un mauvais ménage. Il se marie en 1840, se sépare en 1944 et divorce en 1948. Dumas ne se remariera jamais. Il a eu 4 enfants, avec 4 femmes différentes, et il n'a épousé aucune des mères de ses enfants. Il appelle un architecte, M. Durand, Hippolyte Durand. Il va lui dire, M. Durand, je veux un parc anglais avec un château Renaissance, un pavillon gothique entouré d'eau, il y a des sources, vous ferez des cascades. C'est clair. L'architecte arrive, regarde et dit, ah non, non, M. Dumas. D'ailleurs, on ne peut rien construire ici, même pas une petite maison, alors un château. Et Dumas lui dit pourquoi. Et l'architecte répond, nous sommes sur une colline, ça vous le voyez, puis elle finit dans la Seine un peu plus bas, et le sol est un fond de glaise et tout va ici. Dumas lui dit, eh bien monsieur Durand, vous creuserez jusqu'au roc. Et l'architecte répond, ah oui, techniquement on peut tout faire, mais ça va vous coûter très cher. Et Dumas répond, ah mais ça j'y compte bien. C'est une réponse à la Dumas. Eh bien, on a obtempéré. On a creusé jusqu'au roc. Il y a 2 étages de cave sous cette maison. Elle est ancrée sur la roche et elle n'a jamais bougé. Et Dumas a obtenu ce qu'il voulait. Le parc anglais, donc nous sommes passés par en bas et nous repartirons, je vous le disais, par le haut, puisqu'on a fait le tour de la propriété. Le château de Renaissance que Dumas a souhaité, c'est ce château qui est derrière moi. Ce n'est pas un château Renaissance. Les châteaux Renaissance sont les châteaux du Val-de-Loire. On est dans un esprit néo-Renaissance pour un petit château. Je dis la maison parce que c'est un petit château ou une grande maison. Et Dumas disait ma maison. Donc on a un petit peu tendance à reprendre son expression. Dumas met le grand train de vie ici, seulement grand train de vie et une gestion à la Dumas, ça ne peut pas durer longtemps. Ce qui fait que les dettes vont s'accumuler. Et 2 ans plus tard, 1849, il y a une vente sur saisie du mobilier de la maison. Dumas va s'arranger avec un prête-nom, il va faire racheter et il va rester ici.
Seulement, comme il va continuer à gérer de la même façon, ça ne va pas s'arranger. Et un an plus tard, la propriété est saisie. Donc Dumas va à nouveau s'arranger avec quelqu'un. Mais il ne va pas rester ici. Il part, il quitte la France, il s'installe à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il va mettre une frontière entre les créanciers et lui. Et pour une fois, il aura un peu de sagesse. Il va emmener avec lui quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans ses finances. Dumas n'avait pas une dose de malhonnêteté, mais il n'avait pas une dose d'organisation. Donc, on va faire rentrer l'argent qui est dû à Dumas, il ne fait jamais rentrer l'argent. On va faire rentrer l'argent. Avec cet argent, on va éponger les dettes. Et Dumas, quelques mois plus tard, dans le courant de l'année 1850, rentrera, les dettes sont payées, il rentre. Mais quand il rentre en France, il s'installe à Paris, et ici, ce sera une maison de campagne où il viendra de temps en temps. Et 1855, il vend cette propriété. C'est une comtesse italienne, mademoiselle de Cassino, qui achète, et Dumas n'était pas revenu.